Le tempérament des rois anglais a varié au fil du temps. Alors que certains étaient connus pour leur remarquable équité, beaucoup d'autres ont incarné le summum de la méchanceté. Un souverain, par exemple, a ordonné l'éradication d'un groupe culturel entier, à savoir les Danois et les hommes du Nord vivant en Angleterre. Tandis qu'un autre a orchestré le génocide de la Northumbrie, entraînant l'anéantissement de 75% de sa population et environ 100 000 morts. Voici les histoires de deux rois anglais qui ont commis des atrocités et que je classe parmi les souverains les plus barbares d'Angleterre. Tout d'abord, nous avons le roi Ethelred l'Indécis. Ethelred, connu dans l'histoire sous le nom d'Ethelred l'Indécis, en raison de son règne inefficace face aux invasions vikings incessantes, est considéré comme l'un des pires et des plus malveillants rois d'Angleterre. Enclin à des accès de colère et de passion, il a orchestré un massacre qui n'a épargné ni hommes, ni femmes, ni enfants parmi les Danois et les hommes du Nord, tous massacrés dans une version pervertie de la justice. Voici l'histoire d'Ethelred l'Indécis, un monarque qui n'a pas su unir ses armées, a perdu tout son royaume et a ordonné le meurtre d'innocents. Voici son histoire. Ethelred est né en l'an 966, environ 3 décennies après l'unification de l'Angleterre, au sommet de l'ère viking. Son père était le roi Edgar d'Angleterre, qui appartenait à une fière lignée de rois descendants d'Alfred le Grand de la maison de Wessex. La mère d'Ethelred s'appelait Elfrith. Elle fut la première reine officielle d'Angleterre et une figure politique puissante. Ethelred avait aussi un demi-frère aîné appelé Édouard, qui était né d'une autre mère. Le père d'Ethelred, Edgar, mourut jeune à l'âge de seulement 33 ans, alors qu'Ethelred était encore un enfant. Le pouvoir en Angleterre allait désormais être disputé. La succession au trône fut disputée entre les partisans de ses deux fils survivants, Édouard, qui avait environ 14 ans à l'époque et était presque un homme, et Ethelred, qui avait environ 6 ans. Édouard monta sur le trône 15 jours après la mort de son père et fut décrit comme un jeune homme instable et violent. Il régna sur le royaume pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit assassiné, alors qu'il rendait visite à son jeune frère Ethelred devant le château de Corfe. Presque tous les récits désignent la mère d'Ethelred comme la meurtrière, celle-ci étant décrite en train d'offrir un rafraîchissement au roi après son long voyage pendant que son serviteur le poignardait dans le dos. Moins d'1 an après la mort d'Édouard, son jeune frère Ethelred fut confirmé comme roi des Anglais et couronné à Kingston en 978. En raison de la jeunesse du roi, sa mère assura la régence jusqu'à sa majorité en 984. De nombreuses sources indiquent que la mère d'Ethelred aurait orchestré l'assassinat, voire tué elle-même le roi Édouard, laissant ainsi l'accession d'Ethelred au trône, marquée par le régicide et le sang. L'archevêque, le jour de son couronnement, aurait prophétisé des malheurs à son sujet parce qu'il était monté sur le trône à la suite du meurtre de son frère. Ethelred était décrit comme un homme beau et élégant, et il y eut une grande joie dans le pays lorsqu'il atteignit l'âge adulte et monta officiellement sur le trône. Cependant, pendant près de 2 siècles, les Vikings avaient pillé l'Angleterre sans pitié, allant même jusqu'à y fonder de nombreuses implantations. Le plus célèbre de ces établissements était le Danelaw, une terre où les coutumes des hommes du Nord dominaient celles des Anglo-Saxons. Pendant la jeunesse d'Ethelred, l'Angleterre avait connu une période de paix. Cependant, les Vikings allaient bientôt frapper pendant son règne. Pendant le règne initial d'Ethelred, il épousa Elfgifu d'York, et le couple eut de nombreux enfants ensemble, notamment Edmond Côte de Fer. Ethelred allait bientôt abandonner ses premiers conseillers, et cela a peut-être conduit à de nombreuses mauvaises décisions. Son nom historique, le Malavisé, n'implique pas qu'il manquait d'énergie ou de ressources, mais plutôt qu'il était imprudent et n'a pas su conserver l'allégeance de ses sujets. Tout au long du règne d'Ethelred, il était impulsif, passionné et très cruel.
Il avait pour habitude de s'appuyer sur ses favoris à la cour, qu'il ne choisissait pour aucune autre raison que le fait qu'ils étaient ses amis. Au début du règne d'Ethelred, un favori sans valeur du roi nommé Ethelsin exerçait une influence considérable sur le jeune roi et l'a conduit à commettre de nombreux actes d'oppression. Sur ses conseils, Ethelred revendiqua un domaine appartenant à l'évêché de Rochester. Des violences s'ensuivirent et, en l'an 9, 186, Ethelred assiégea le château de Rochester mais ne parvint pas à s'en emparer. Cela montre que le début du règne du roi fut marqué par des conflits internes et des luttes causées par ses propres actions. De l'autre côté de la mer, les Vikings tournaient à nouveau leur regard vers l'Angleterre, cherchant butin et gloire. Le roi adolescent d'Angleterre, Ethelred, était quelque peu mal préparé. Dans les années 980, un petit groupe de Danois et de Nordiques descendait sur les côtes anglaises. Southampton, le Cheshire et Thanet, ainsi que le Devon et la Cornouaille, furent tous attaqués et ravagés. Les sujets du roi furent tués, dépouillés, leurs femmes capturées et leurs maisons incendiées. Le jeune Ethelred était plein de mépris, les yeux flamboyants de fureur. Une décennie plus tard, en l'an 991 selon la chronique anglo-saxonne, le roi du Danemark, Sweyn Fogbeard, et un autre chef viking nommé Olaf Tryggvason naviguèrent jusqu'à Londres avec 94 dracars à tête de dragon. L'armée viking assiégea la ville de Londres, mais ne parvint pas à la prendre. Après le siège, la chronique rapporte qu'ils commirent le pire mal qu'une armée puisse faire en brûlant et en pillant, en tuant des hommes, aussi bien sur mer que sur la côte. Olaf vainquit même et tua le comte Brynot d'Essex, ce qui poussa le roi Ethelred à acheter la paix avec les Vikings au lieu d'unir ses grands du royaume et de déclarer la guerre. Le résultat fut le paiement du Danegeld, soit 10 000 livres d'argent, ce qui affaiblit encore davantage le royaume. Après le règne de paix et de prospérité d'Edgar, l'Angleterre était désormais devenue un centre de raids et de pillages vikings. Le règne d'Aelred rappelait l'époque où le royaume d'Angleterre était divisé et composé de plusieurs royaumes différents. Bien qu'Ethelred ait payé les Vikings, différentes bandes de guerriers continuaient à piller le royaume. Les années 997, 998 et 999 furent particulièrement difficiles. La chronique anglo-saxonne décrit ces années. Ils brûlaient et détruisaient tout ce qu'ils rencontraient. Les forces du Kent sont venues là pour les affronter et elles livrèrent vaillamment bataille. Mais hélas, ils ont cédé et fui trop rapidement, car ils n'avaient pas le soutien qu'ils auraient dû avoir, et les Danois se sont emparés du lieu du carnage. En l'an 1000, la force viking quitta l'Angleterre pour la Normandie. Ce soulagement soudain face aux attaques permit au roi Ethelred de faire le point, rassembler ses ressources et ses armées. Sa fureur culminerait dans la dévastation de Strathclyde. Le roi mena personnellement une armée en Cumberland, qui était un bastion des Danois, et il ravagea le pays, se vengeant ainsi. Les attaques vikings constantes contre l'Angleterre de 980 à l'an 1000 ont profondément affecté la santé mentale du jeune roi Ethelred, dont les frontières et les terres avaient été ravagées et brûlées depuis son accession au trône. Toutes les tentatives de ces comtes pour repousser les Vikings avaient échoué et se soldaient par la défaite, la mort ou l'extorsion. En l'an 1001, la femme et la mère d'Ethelred moururent toutes les deux, ce qui détériora encore davantage l'état mental du roi. La dévastation de Strathclyde fut l'un des premiers accès d'emportement d'Ethelred, mais ce ne serait pas le dernier. Ethelred épousa bientôt Emma de Normandie en l'an 1002 afin d'apaiser les hostilités croissantes entre l'Angleterre et la Normandie. Le couple aurait 3 enfants ensemble, Édouard le Confesseur, Alfred Etheling et Godda. L'année 1002 marqua le début de la fin pour Ethelred, car sa propre fureur allait semer les graines de sa propre destruction. Il avait atteint son point de rupture et sa rage ainsi que sa passion allait prendre le dessus sur lui. Ethelred allait maintenant tenter de se débarrasser de ses ennemis par la trahison en réponse à une menace perçue contre sa vie et sous prétexte que les Danois complotaient
pour le tuer. Le roi donna l'ordre que tous les hommes danois vivant en Angleterre soient tués. Des instructions secrètes furent envoyées par lettre du roi à chaque ville du Danelaw, afin de s'assurer que le bain de sang aurait lieu simultanément dans tout le royaume le jour fatidique du 13 novembre. Comme c'était une période de paix entre les Anglais et les Danois, les colons étrangers sans méfiance furent soudainement saisis par la terreur. Des hommes, des femmes et des enfants furent massacrés sans pitié. Les historiens pensent qu'il y eut une perte de vies importante et que la purge des hommes du Nord en Angleterre a engendré des divisions parmi les Anglo-Saxons et les Danois qui vivaient paisiblement en Angleterre. Cette forme d'ethnocide est connue sous le nom de massacre de la Saint-Brice. Le roi Ethelred fait référence au massacre dans une charte royale où il décrit ce génocide comme une extermination des plus justes. Cela reflète toutes ces années de raid viking qui avaient rendu Ethelred extrêmement amer envers les Nordiques et les Danois. Il a tué de nombreux guerriers vikings lors de la dévastation de Strathclyde et a organisé le meurtre de milliers de colons scandinaves, de fermiers, de paysans et de nobles sans distinction. Ce qui a culminé avec le massacre de la Saint-Brice. Malheureusement pour le roi Ethelred, Gunhild, la sœur du roi Sweyn à la barbe fourchue, le roi du Danemark, fut tuée lors du massacre avec son mari et ses enfants. Afin de venger sa mort et d'amasser plus de richesses, Sweyn lança des campagnes de pillage en Angleterre, qui était alors une nation affaiblie. Les attaques constantes sur la côte anglaise et les paiements du Danegeld au cours des dernières années avaient affaibli le moral et les caisses du pays. Sweyn mena des raids en Angleterre de 1003 à 1005, menant campagne dans le Wessex et l'Est Anglie, brûlant et dévastant encore davantage le royaume. Sweyn retourna finalement au Danemark après que la milice d'Est Anglie l'eut affronté au combat, ce qui se solda par une issue indécise. En l'an 1009, les Vikings de Joms, une bande de mercenaires vikings originaires de leur forteresse de Jomsborg, en mer Baltique, se tournèrent vers le royaume d'Angleterre. Selon la chronique anglo-saxonne, Thorkel le Grand, le chef de l'ordre, allait ravager tout le pays avec son armée, brûlant et pillant les terres. La chronique anglo-saxonne indique que la vaste armée ennemie, que nous avons appelée l'armée de Thorkel, se dirigea rapidement vers Cantorbéry, et la ville aurait bientôt été soumise si les habitants n'avaient pas d'abord souhaité la paix. Et tout le peuple du Kent oriental conclut la paix avec l'armée, et leur donna 3000 peu de temps après. L'armée partit jusqu'à l'île de Wight, puis partout dans le Sussex, ils ravagèrent et pillèrent. Alors le roi ordonna que toute la nation soit mobilisée afin qu'on leur fasse face de tous côtés. Néanmoins, ils marchaient comme bon leur semblait. Puis, à une certaine occasion, le roi avait rassemblé devant eux toutes ses forces alors qu'ils se dirigeaient vers leurs navires, et tout le peuple était prêt à les attaquer. Mais cela fut alors empêché grâce à Edric les Ealdorman. Ensuite, après la mi-hiver, ils ont incendié la ville d'Oxford et remporté une grande bataille contre les Angles de l'Est, prenant possession du lieu du carnage et établissant leur domination sur l'Est Anglie. Pendant 3 mois, ils ont ravagé et incendié la région. Ce passage de la chronique anglo-saxonne présente le roi Ethelred comme faible et inefficace, tandis que les Jomsvikings dévastaient et incendiaient son royaume. Ethelred s'est enfermé dans son château jusqu'à ce que toute la puissance de l'Angleterre soit rassemblée pour leur faire face. Cependant, au lieu de livrer une bataille totale, il fut dissuadé de combattre par ses Ealdormen de Mercie. En conséquence, les Jomsvikings envahirent une grande partie du pays et prirent même la grande ville de Cantorbéry pour eux-mêmes. Tout cela aurait pu être évité si le roi les avait vaincus lors d'une bataille ouverte. Cette situation illustre pourquoi Ethelred était appelé le mal-avisé, car beaucoup de ses décisions furent désastreuses. Thorkel offrit finalement ses services au roi Ethelred après que le roi eut marié l'une de ses filles au chef de guerre. Cependant, la situation en Angleterre était chaotique, la campagne brûlait
et la menace des invasions vikings de Sweyn planait à l'horizon. En l'an 1013, en représailles au massacre de la Saint-Brice, Sweyn à la barbe fourchue mena personnellement ses armées lors d'une invasion de l'Angleterre. C'était l'invasion la plus vaste dont on se souvienne de mémoire d'homme, et il s'empara rapidement du pays. Comme les grands seigneurs divisés se soumettaient aux rois vikings par peur et que leur roi légitime, Ethelred, ne pouvait ni les unir, ni rassembler une armée pour affronter les vikings en bataille ouverte. La chronique de Peterborough rapporte que le comte Uhtred et toute la Northumbrie se sont rapidement soumis à Sweyn, tout comme le peuple du royaume de Lindsey, puis celui des Cinq Bourgs. Après qu'il eut traversé Watling Street, ils se rendirent à Oxford et les habitants de la ville se soumirent rapidement à lui et donnèrent des otages. De là, ils se rendirent à Winchester et les habitants firent de même. Puis ils partirent vers l'est en direction de Londres. Comme nous pouvons le voir dans la chronique, tout le nord se soumit à Sweyn sans combattre jusqu'à ce qu'il atteigne Londres. Les Jomsvikings étaient passés du côté d'Ethelred et Thorkel le Grand dirigeait la défense de la ville. En conséquence, Sweyn ne put pas prendre Londres. Cependant, il ne s'attarda pas et partit rapidement conquérir d'autres comtés du pays. Craignant la vengeance de Sweyn, les Londoniens finirent par ouvrir les portes de la ville et se soumirent à lui. Le roi Ethelred envoya toute sa famille en exil en Normandie et les rejoignit plus tard, après avoir consulté Thorkel le Grand ainsi que le reste de ses comtes et généraux sur l'île de Wight. Ethelred venait de perdre tout son royaume en raison de son incapacité à unir ses grands seigneurs et à créer une force efficace pour affronter Sweyn Folkbeard et ses armées vikings. Il a également échoué face à Thorkel le Grand, qu'il a dû soudoyer ainsi que de nombreux autres vikings comme Olaf Tryggvason. Sweyn Folkbeard était désormais le roi d'Angleterre par droit de conquête et exerçait sa domination sur tout le pays. Cependant, alors qu'il réorganisait son vaste nouvel empire, Ethelred eut un coup de chance. Sweyn mourut après seulement 5 semaines sur le trône. Un puissant conquérant trouva la mort alors qu'il consolidait son pouvoir sur son nouveau royaume. En conséquence, les comtes d'Angleterre rappelèrent rapidement Ethelred de son exil et cherchèrent à le rétablir sur le trône. Il dut leur jurer fidélité, mettre en œuvre des réformes et répondre à leurs doléances. Il pardonna tout ce qui avait été dit et fait contre lui lors de son règne précédent, et tout cela mena à une réconciliation émouvante, car beaucoup de seigneurs et Ethelred n'avaient pas été en bons termes auparavant. Ils se firent des serments mutuels, les seigneurs jurant que tout roi danois serait à jamais exilé d'Angleterre. Beaucoup de comtes s'étaient soumis à Sweyn, simplement à cause de leur méfiance envers Ethelred, mais il semblait être un homme changé. Néanmoins, le fils de Sweyn, le prince Cnut, resta sur le sol anglais, et beaucoup l'avaient proclamé roi après la mort de son père. Le roi Ethelred, rassemblant la puissance de sa nouvelle armée, lança une campagne pour reprendre Londres avec l'aide d'Olaf Haraldsson. Selon l'historien islandais Snorri Sturluson, Olaf mena une attaque féroce contre le pont de Londres avec une flotte de navires, perçant les défenses dans une démonstration brutale de prouesse martiale. Dans le sang et le feu, il a aidé Ethelred à reprendre Londres et d'autres places fortes à travers le pays. En avril de l'an 1014, Cnut et son armée, sentant que le cours de la guerre tournait contre eux, choisirent de se retirer d'Angleterre. Leur départ laissa les alliés de Cnut face à la vengeance d'Ethelred, et ils furent impitoyablement traqués et anéantis. Leurs cris furent réduits au silence par l'épée. Ethelred avait désormais de nouveau toute l'Angleterre entre ses mains. Les gens qui s'étaient rangés du côté de l'invasion de Sweyn furent punis, et certains furent tués. Dans un cas, 2 frères, Morcar et Sigfridt, furent tués et leurs biens furent pris par Ethelred. La veuve de Sigfridt, Eadgyth, fut emprisonnée dans un monastère. Cependant, elle avait attiré l'attention du fils d'Ethelred, Edmond Côte-de-Fer. Il enleva Eadgyth du monastère et l'épousa, défiant ainsi son père Ethelred.
Edmond fit cela pour consolider sa propre base de pouvoir dans les Midlands et, en même temps, il reçut la soumission du peuple des Cinq Bourgs. Ainsi, contre la volonté de son père, Edmond forma une base de pouvoir dans le nord, tandis qu'Ethelred régnait en maître. En l'an 1016, Canute revint en Angleterre avec une vaste armée, entamant une nouvelle conquête. Edmond rejoignit son père, le roi Ethelred, à Londres pour défendre la ville contre les envahisseurs vikings. Cependant, Ethelred tomba bientôt malade et mourut le 23 avril de l'an 1016 à l'âge de 50 ans. Il laissa son fils Edmond Côte-de-Fer défendre le royaume contre les forces de Knut, ce qui mena à une série de batailles décisives, mais ceci est une histoire pour une autre fois. Ethelred est souvent considéré comme un mauvais et cruel roi, en grande partie à cause de son massacre des Danois et des hommes du Nord en Angleterre, connu sous le nom de massacre de la Saint-Brice. Malgré les nombreuses infortunes qui ont frappé son règne, y compris plusieurs invasions vikings, il s'est révélé incapable de gérer ses problèmes aussi efficacement que ses prédécesseurs comme Alfred ou Æthelstan, et il est considéré comme extrêmement faible en comparaison. Bien qu'il ait eu plus de 10 enfants, on pense que le règne d'Ethelred l'Indécis a contribué à la chute finale de la maison de Wessex environ 50 ans après sa mort. En général, Ethelred l'Indécis est considéré comme l'un des pires et des plus brutaux rois d'Angleterre. Guillaume le Conquérant a mené une vie marquée par des triomphes extraordinaires et une ambition impitoyable. Orphelin très jeune et né hors mariage, ses premières années furent marquées par le tumulte et la violence, alors que des nobles normands rivaux se disputaient le contrôle du jeune duc. Malgré ces défis, Guillaume a soumis des parents traîtres et assuré son pouvoir sur la Normandie. Dans les années 1050, Guillaume s'imposa comme un prétendant sérieux au trône d'Angleterre, alors occupé par son cousin sans enfant, Édouard le Confesseur. À la mort d'Édouard en janvier 1066, Harold Godwinson revendiqua la couronne. Mais Guillaume affirma qu'Édouard la lui avait auparavant promise et que Harold avait juré de soutenir sa revendication. En septembre 1066, Guillaume envahit l'Angleterre, vainquit et tua Harold lors de la légendaire bataille d'Hastings. Le jour de Noël de cette année-là, il fut couronné roi d'Angleterre. Le règne de Guillaume, cependant, fut loin d'être paisible. Des rébellions éclatèrent, notamment en Northumbrie, menée par Edgar Ætling, le dernier héritier mâle de la maison de Wessex. Guillaume répondit avec une efficacité brutale, culminant avec le tristement célèbre dévastation du Nord. Des villages furent rasés, les récoltes et le bétail détruits et des populations entières massacrées, laissant jusqu'à 100 000 morts. Et des rapports de cannibalisme parmi les survivants affamés. Le chroniqueur Odéric Vitalis écrivit avec amertume « Le roi ne reculait devant rien pour traquer ses ennemis. Il a massacré de nombreuses personnes et détruit des maisons et des terres. Je ne peux rien dire de bon sur ce massacre brutal. Dieu le punira. » Même après que son emprise sur l'Angleterre se soit renforcée, la dissidence a continué. Certains comtes normands se sont rebellés contre lui, critiquant son règne brutal et son illégitimité et le traitant d'usurpateur. Bien que la rébellion des comtes ait été écrasée, plus tard, son propre fils, Robert Courteheuse, s'est rebellé et s'est rangé du côté des ennemis de Guillaume. Et il aurait même désarçonné Guillaume au combat. Il n'a retenu sa main qu'après avoir reconnu la voix de son père à travers son casque. Bien qu'il ait d'abord été déshérité sur son lit de mort, Guillaume a finalement pardonné à Robert et lui a accordé la Normandie, tandis que Guillaume le Roux, le deuxième fils, a hérité de l'Angleterre. En tant que guerrier, Guillaume était inégalé à son apogée. Son commandement rendait les Normands presque invincibles. La chronique anglo-saxonne réfléchit à son héritage. Le roi Guillaume était un homme d'une grande sagesse et d'une puissance redoutable, plus honoré et puissant que n'importe lequel de ses ancêtres. Il était bienveillant envers les bons, mais d'une sévérité implacable envers quiconque osait s'opposer à sa volonté. Voici son histoire.
L'ancêtre de Guillaume était le premier duc de Normandie, Rollon. C'était un chef viking qui assiégea la ville de Chartres en 911. Bien que le siège se soit soldé par une défaite pour les Vikings, Rollon et un petit groupe de ses guerriers réussirent à s'échapper. Et à cause de cela, les raids en France continuèrent. Les Français ouvrirent des négociations avec Rollon pour mettre fin à la violence, ce qui aboutit à un traité établissant le duché de Normandie. Rollon fut baptisé et aida le roi Charles le Simple à défendre son royaume, et il prit même le nom de baptême de Robert. Rollon épousa également Gisla, la fille de Charles, et ses descendants devinrent chrétiens, perdirent rapidement leur culture viking et devinrent des Normands. Guillaume est né en l'an 1027. Il était le fils de Robert, le duc de Normandie, mais Guillaume était de naissance illégitime, et lorsque son père mourut, il était encore jeune, âgé de 7 ou 8 ans. Il succéda à son père en 1035 et assuma le rôle de duc de Normandie, mais plusieurs de ses proches, dont Guy de Bourgogne, son cousin, pensaient avoir un meilleur droit au titre. Guillaume était soutenu par son grand-oncle, l'archevêque Robert, ainsi que par le roi Henri Ier de France. Mais en 1037, l'archevêque mourut et la Normandie sombra rapidement dans le chaos. Les puissants seigneurs pensaient qu'avoir le jeune Guillaume sous leur garde leur donnerait le pouvoir sur la Normandie. De nombreux nobles normands menaient leur propre guerre privée durant l'enfance de Guillaume, ce qui donna lieu à de nombreux récits où Guillaume fut caché à maintes reprises dans les maisons de paysans. Ainsi, le règne de Guillaume le Bâtard ne commença pas bien. Il allait connaître plusieurs années de conflits internes. Le chroniqueur Guillaume de Jumièges rapporte que le tuteur du duc, son précepteur et son intendant furent tous tués par des rebelles et que de nombreux membres de la famille élargie de Guillaume tentèrent de le détrôner. En l'an 1046, les ennemis de Guillaume décidèrent de frapper enfin. Ils tentèrent de lui tendre une embuscade et de le tuer, mais le complot échoua. Les nobles rebelles menés par Guy de Bourgogne allaient lever une armée, estimée à plus de 20 000 hommes, sachant que la riposte serait sévère. Après avoir échappé à l'embuscade, Guillaume se rendit directement à la cour du roi Henri, qui voulait protéger son vassal et allié. Le roi Henri lui-même leva une armée d'environ 10 000 hommes, puis marcha sur la Normandie. Le résultat serait la bataille de Valesdune. À l'été de l'année 1047, l'armée du roi Henri rejoignit la force normande, bien plus petite, du duc Guillaume, au cœur du territoire rebelle. Au cours de la première partie de la bataille, Raoul Tesson, un baron normand, décida de trahir les rebelles et rejoignit Guillaume et l'armée du roi. La bataille consista principalement en une série d'escarmouches de cavalerie. L'armée rebelle était plus nombreuse que l'armée royale, mais elle manquait de commandement. Guillaume allait prouver sa prouesse militaire ici et combattre en première ligne aux côtés du roi. Après avoir perdu plusieurs escarmouches et de nombreux hommes, l'armée rebelle s'est disloquée et s'est retrouvée à fuir pour sauver sa vie. L'armée royale les poursuivit de près, massacrant des rebelles par milliers et poussant les restes de leur armée dans la rivière Orne. Un spectateur a rapporté que les corps des chevaliers rebelles qui avaient tenté de traverser la rivière étaient si nombreux que les cadavres gonflés bloquaient un moulin alors que la rivière emportait les corps en aval. Alors que l'armée royale repoussait une grande partie de l'armée rebelle vers l'ouest, Guy de Bourgogne et ses forces survivantes s'échappèrent vers ces terres à l'est et se retranchèrent dans le château de Bryan. Malgré un long siège, Guillaume ne parvint pas à forcer le château à se rendre avant l'année 1050. Et, pendant ce temps, il ne put imposer son autorité sur l'ensemble de ses terres. Le roi de France avait soutenu Guillaume lors de la bataille de Valjean, mais en 1052, il décida de se retourner contre Guillaume, craignant peut-être son influence croissante sur la Normandie, et mena une alliance de barons français contre lui. Deux forces envahirent la Normandie, l'une venant du nord-est de la France, et la seconde entra dans l'est de la Normandie et commença à ravager la région. Alors que le duc Guillaume affrontait le roi de France, une force alliée composée de barons, normands et d'autres seigneurs sortit de leur propre terre. La force française était largement dispersée et constituait une cible facile pour les forces normandes.
L'engagement féroce dura de nombreuses heures, mais les Français repartirent avec de lourdes pertes. Guy, le comte de Ponthieu, fut capturé au cours de la bataille. Le roi de France vit tout cela depuis sa position sur une colline juste de l'autre côté de la rivière et il retira le reste de ses forces. Après les défaites de 1052, les seigneurs normands rebelles furent exilés, les terres normandes des comtes de Ponthieu furent confisquées et Guy prêta serment à Guillaume après 2 ans d'emprisonnement. Guillaume allait cependant bientôt faire face à encore plus de conflits. En 1057, l'armée du roi Henri et de Geoffroy Martel se dirigea vers la Normandie, avec pour objectif l'invasion et la conquête. Leurs forces se mirent vite à piller et saccager. Le duc Guillaume, qui semble avoir été réticent à s'opposer directement à son suzerain, rassembla une grande armée, mais ne prit aucune autre mesure à part envoyer des éclaireurs pour rapporter les mouvements de la force d'invasion. Lorsque les envahisseurs atteignirent un gué sur la rivière d'Yves près de Warteville, ils commencèrent à traverser. Mais lorsque la marée monta, le passage n'était qu'à moitié terminé, laissant l'armée divisée en 2. Guillaume saisit cette opportunité et attaqua la moitié de l'armée d'invasion qui n'avait pas encore traversé. Guillaume surprit ses ennemis et fit rougir la rivière de sang, provoquant un massacre. Les envahisseurs se retirèrent rapidement de Normandie, et la bataille marqua également la fin de la dernière invasion de la Normandie durant la vie du duc Guillaume. Après la retraite de Henri et Geoffroy, Guillaume put enfin étendre son influence au-delà de ses terres normandes. En l'an 1058, Guillaume envahit les terres du roi Henri et reprit le château de Tillers qui avait été perdu par les Normands pendant la minorité de Guillaume. Encore une fois, cela prouvait la puissance militaire de Guillaume. Il avait vaincu un roi qui avait autrefois été un allié et avait beaucoup souffert dans son enfance à cause de l'assassinat de tous ses tuteurs. Cependant, cette épreuve avait rendu Guillaume plus fort et plus endurci. Les rois le craignaient et il était désormais l'un des seigneurs les plus puissants de France. Avant le règne d'Édouard le Confesseur au XIe siècle, le trône d'Angleterre avait été sous influence viking après la conquête de l'Angleterre par Sven à la barbe fourchue et son fils Knut le Grand. Une fois que le trône revint à la lignée saxonne, son pouvoir était grandement diminué. Édouard le Confesseur serait retenu comme un roi politiquement faible. Sa mort provoqua l'une des luttes pour le trône les plus célèbres de l'histoire. Une fois qu'Édouard monta sur le trône, lui et Godwin, le comte de Wessex, devinrent des rivaux déclarés. Godwin était l'homme le plus riche et le plus puissant d'Angleterre, son influence dépassant même celle du roi. Cependant, le roi Édouard allait remplir sa cour de Normands, car il avait grandi en Normandie, où il s'était exilé pendant le premier règne des rois vikings d'Angleterre. Les comtes saxons devinrent amers envers le roi Édouard, qui s'entourait de Normands à la cour anglaise, et dans le même temps, Édouard vit son pouvoir diminuer. Les chefs des anciens royaumes d'Angleterre, Wessex, Mercie et Northumbrie, s'éloignaient de leur roi, le comte Godwin de Wessex étant le plus influent parmi eux. Comme Édouard n'avait pas d'héritier, Godwin préparait son fils Harold à devenir le prochain roi d'Angleterre. Et à la mort de Godwin, son fils Harold Godwinson deviendrait comte de Wessex. En l'an 1064, Harold allait faire un séjour désastreux en Normandie. Pour une raison inconnue, il avait pris un navire et avait fait naufrage sur le territoire de Guy de Ponthieu, un vassal de Guillaume, le duc de Normandie. Guillaume fit remettre son prisonnier par Guy, puis, comme condition de sa libération, il exigea qu'Harold lui prête serment d'allégeance. La mort ou la captivité permanente dans un cachot étant les alternatives probables. Harold prêta serment. Aux yeux de Guillaume, son accession au trône d'Angleterre serait désormais plus facile. En l'an 1065, Édouard le Confesseur tomba gravement malade et il mourut le 5 janvier de l'an 1066. Plusieurs personnes ont revendiqué le droit de devenir roi d'Angleterre. Les revendications au trône de ces hommes étaient fondées sur des liens de sang, des serments, la parenté et des liens avec d'anciens rois. Chaque revendication au trône était solide. Il y avait Edgar l'Ételling, qui était le petit-fils du roi Edmond Côte de Fer et le fils d'Édouard l'Exilé.
Édouard l'Exilé était mort en route vers la cour anglaise, où il aurait été nommé héritier par le roi Édouard le Confesseur. Selon les règles de succession héréditaire, il était l'héritier légitime, étant un descendant direct d'Alfred le Grand. Cependant, en 1066, Édouard avait une assise politique affaiblie, et ces dernières années, de nombreux Aedlings avaient été assassinés ou étaient morts mystérieusement, tout comme le père d'Edgar, Édouard l'Exilé, et son grand-père, Edmond Côte de Fer, qui sont morts dans des circonstances mystérieuses. Il y avait aussi Harold Godwinson, qui était le chef de la maison de Wessex. Le Wessex était la région la plus riche et la plus puissante d'Angleterre, et Harold lui-même était bien connu à la cour. Il avait agi au nom d'Édouard le Confesseur et avait combattu dans de nombreuses batailles. Il était également le commandant militaire le plus fiable d'Angleterre. De plus, selon la légende, on pense aussi que son ancêtre était Ethelred, le roi du Wessex, et le frère aîné d'Alfred le Grand. La couronne n'a été transmise à sa lignée directe que parce que le fils d'Ethelred était trop jeune pour régner à cause de la menace de la grande armée païenne. En Norvège, Harald Hardrada a également revendiqué le trône d'Angleterre. Selon lui, Édouard le Confesseur avait usurpé les droits de son neveu, le roi Magnus le Bon. Magnus avait été nommé héritier du trône du Danemark par le roi Harthacnut. Après l'accord, Magnus croyait que cet accord s'étendait également au trône d'Angleterre. Édouard prit simplement le trône avant Magnus, qui mourut sans enfant. Le co-règne de Magnus sur la Norvège était partagé avec Harald Hardrada jusqu'à la mort de Magnus, après quoi Hardrada devint le seul roi de Norvège. Hardrada croyait maintenant que la couronne d'Angleterre lui revenait de droit, puisque Édouard avait usurpé les droits de Magnus, et que ce dernier était désormais mort. Guillaume, le duc de Normandie, était un autre prétendant au trône. Il affirmait non seulement qu'Édouard l'avait désigné comme prochain roi, mais aussi que Harold Godwinson avait juré sous serment qu'il soutiendrait Guillaume dans sa revendication du trône. Il y avait aussi les liens entre la Normandie et l'Angleterre. Emma de Normandie était la grande-tante de Guillaume, et Édouard le Confesseur avait passé une grande partie de sa jeunesse en exil à la cour normande. Le lendemain de la mort d'Édouard le Confesseur, il y eut une réunion du Witan pour décider qui deviendrait le prochain roi d'Angleterre. Le Witan était formé de nombreux seigneurs et évêques, et ils ont examiné les mérites des 4 principaux candidats. Guillaume, le duc de Normandie, Harold Godwinson, Edgar Atheling, le dernier descendant direct d'Alfred le Grand, et Harold Hardrada. Le principe même de la succession avait été complètement bouleversé par l'intermède des rois vikings, et le Witan ne se sentait plus obligé de choisir un roi issu de la lignée d'Alfred. Lorsqu'il était évident qu'un homme fort était nécessaire sur le trône, et qu'Edgar l'Atheling n'était qu'un simple garçon. Quelles que soient les promesses qu'Édouard le Confesseur ait pu faire à Guillaume, il a sans aucun doute lui-même désigné Harold comme son successeur. Le lendemain de la mort d'Édouard, Harold fut élu roi par le Witan. Hardrada viendrait réclamer sa couronne, mais il fut vaincu par Godwinson à la bataille de Stamford Bridge. Ainsi, le nouveau roi d'Angleterre prouva qu'il était un stratège et un commandant brillant, et il allait inscrire son nom dans l'histoire. Alors que le roi anglais Harold Godwinson combattait dans le nord, Guillaume traversait la Manche, avec pour objectif la conquête et la fondation d'une nouvelle dynastie. Guillaume, le duc de Normandie, obtiendrait le consentement du pape Alexandre II pour l'invasion de l'Angleterre, et il porterait également la bannière papale, signifiant que Dieu était avec lui. Guillaume obtint également le soutien politique de Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et du roi Sweyn II du Danemark. Guillaume et sa flotte traversèrent la Manche sans encombre dans la nuit du 28 septembre 1066. Après avoir vaincu Hardrada à Stamford Bridge le 25 septembre, Harold Godwinson dut marcher vers le sud aussi vite que possible afin d'affronter les envahisseurs normands. Au matin du 14 octobre 1066, Guillaume, le duc de Normandie, divisa son armée en 3 groupes, archers, fantassins et cavalerie. Les troupes de Harold Godwinson s'approchèrent à couvert des bois et prirent position au sommet d'une colline.
Cette position élevée leur permettait d'attaquer tous les soldats essayant de gravir la colline avec des javelots. Les Anglais allaient bientôt former un mur de boucliers, les premiers rangs tenant leurs boucliers serrés les uns contre les autres, voire se chevauchant pour se protéger des attaques à distance. La bataille commença avec les archers normands, tirant vers le haut de la colline, mais le mur de boucliers anglais repoussa facilement les flèches. Ensuite, les lanciers normands allaient engager les Anglais dans un combat rapproché. En s'approchant des Anglais, les soldats normands furent accueillis par une pluie de javelots jusqu'à ce que le combat au corps à corps s'engage. Les soldats de Guillaume étaient décimés et ils ne parvenaient pas à percer le mur de boucliers. Alors la cavalerie normande avança pour les soutenir. La cavalerie ne parvint pas non plus à percer le mur de boucliers saxon. Bien qu'épuisée, l'armée anglaise était pleine d'entrain, ayant tout juste vaincu Harold Hardrada dans le nord, et elle repoussait les Normands alors que le sang coulait sur la colline du champ de bataille. Comme les Normands ne parvenaient pas à briser le mur de boucliers anglo-saxon, la bataille commença à tourner à l'avantage des Anglais, et une retraite générale débuta. Une rumeur se répandit alors selon laquelle le duc Guillaume lui-même avait été tué au combat. Certaines troupes normandes se replièrent vers la mer, poursuivies par les Anglais, qui quittèrent enfin leur position au sommet de la pente. Voyant la fuite de sa propre armée, Guillaume, bien vivant, ôta son casque pour que tous puissent le reconnaître et traversa à cheval ses troupes en retraite, criant et gesticulant. Après avoir été si près de la défaite, les cavaliers normands retournèrent sur la ligne de front et aidèrent Guillaume à mener une contre-attaque contre les forces anglaises qui les poursuivaient. Les Anglais reformèrent leur mur de boucliers et la bataille reprit. La bataille fit rage pendant des heures, et alors que la lumière du jour d'automne déclinait, les Normands firent un dernier effort pour prendre la crête. À ce moment-là, de nombreux seigneurs saxons avaient été tués, dont 2 des propres frères du roi Harold Godwinson qui étaient tombés au combat. Cela encouragerait le roi d'Angleterre à se battre jusqu'au bout. Godwinson lui-même serait au cœur des combats, abattant de nombreux soldats ennemis, mais il serait tué dans le chaos de la bataille. Selon un récit, sa mise à mort par 4 chevaliers normands est décrite de manière très explicite. Le premier, lui transperçant la poitrine à travers son bouclier avec sa lance, inonda la terre d'un torrent de sang jaillissant. Le deuxième lui trancha la tête sous la protection du casque, et le troisième lui perça le ventre avec une lance. Le quatrième lui trancha la cuisse et emporta le membre sectionné. Guillaume de Malmesbury déclara qu'Harold mourut d'une flèche dans l'œil qui lui transperça le cerveau et qu'un chevalier le blessa en même temps. Avec de nombreux récits différents sur la mort sanglante d'Harold, les historiens s'accordent à dire qu'il mourut à la fin de la bataille et qu'il trouva la mort au cœur des combats. La mort d'Harold Godwinson laissa les Anglais sans chef et leur formation commença à s'effondrer. Cependant, les soldats de la garde personnelle d'Harold se rassemblèrent autour du corps du roi et combattirent jusqu'au bout. Après une journée entière de combats acharnés, les hommes de Guillaume de Normandie furent victorieux. Après la bataille d'Hastings, Guillaume s'attendait à ce que les nobles anglais se soumettent simplement à lui, mais l'un des anciens prétendants au trône fut proclamé roi par le Vitaine. Edgar Leteling, le petit-fils d'Edmond Côte-de-Fer et dernier descendant direct d'Alfred le Grand, allait monter sur le trône. Il était soutenu par de puissants membres survivants de la classe dirigeante saxonne, tels qu'Edwin, le comte de Mercie, et Morcar, le comte de Northumbrie. Cependant, ces seigneurs avaient déjà ignoré sa revendication en faveur de Harold Godwinson, et leur loyauté était douteuse. Guillaume allait bientôt traverser la Tamise, et alors que les Normands se rapprochèrent de Londres, les principaux partisans d'Edgar commencèrent des négociations avec Guillaume. En décembre, les membres restants du Witan à Londres se réunirent et emmenèrent le roi non couronné rencontrer Guillaume et se soumettre à lui. Edgar, sans armée, sans comtes anglais loyaux et sans alliés, rendit hommage à Guillaume, mettant de côté pour un temps sa revendication ancestrale en tant que roi d'Angleterre. Le 25 décembre 1066, Guillaume fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Son exploit lui valut le titre de conquérant. Malgré la soumission des nobles anglais, la résistance continua pendant des années
avec de nombreuses rébellions et soulèvements en Northumbrie. Guillaume garda Edgar sous sa garde et l'emmena, avec d'autres chefs anglais, à sa cour en Normandie en 1067 avant de revenir avec eux en Angleterre. Edgar ne tarda pas à s'échapper de la garde de Guillaume. Ce jeune homme de 16 ans partit vers le nord et suscita la rébellion. Dans l'ombre, les rebelles du nord s'organisaient en une force efficace autour de la figure de proue qu'était Edgar l'Etheling. Edgar conclut une alliance avec Malcolm III, le roi des Écossais, qui épousa la sœur d'Edgar, Marguerite. Non seulement les rebelles voulaient rétablir ce qu'ils considéraient comme la véritable lignée des rois d'Angleterre, puisqu'ils appelaient déjà Edgar le roi et le considéraient comme tel, mais les seigneurs anglo-saxons avaient également perdu une grande partie de leurs terres au profit des nobles normands, et Edgar représentait pour eux la solution pour retrouver leur pouvoir perdu. Edgar avait également forgé une alliance avec un autre roi, Sweyn II du Danemark, qui lui avait promis son soutien et l'envoi d'hommes s'il avait besoin de son aide contre Guillaume. La Northumbrie avait longtemps été un endroit sauvage et dangereux. Cependant, lorsque Guillaume le Conquérant monta sur le trône d'Angleterre, elle devint véritablement une terre sauvage, ne faisant aucune distinction entre les nobles et les gens du peuple. Cospi, un magnat de la Northumbrie, offrit son hommage à Guillaume, et Guillaume le récompensa en le nommant comte de Northumbrie. Après seulement 5 semaines en tant que comte, Cospi fut assassiné par Oswulf, le petit-fils d'Uhtred le Hardi, dans une vendetta qui durait depuis des générations. Peu de temps après, Oswulf serait lui aussi tué, et son cousin Cospatric achèterait le comté à Guillaume. Le comte Cospatric deviendrait bientôt l'un des chefs qui rejoignirent le jeune Edgar Etheling dans sa rébellion contre Guillaume. Edwin, le comte de Mercie, rejoindrait également la rébellion. Edgar avait désormais l'allégeance du roi d'Écosse, du roi du Danemark, du comte de Northumbrie et du comte de Mercie. Edgar avait le soutien de plusieurs nations et de la moitié de l'Angleterre, et il était le véritable dernier héritier du pays, donc le peuple se rallierait à lui. Il était un symbole d'espoir face aux envahisseurs normands, qui avaient soumis une grande partie de l'aristocratie anglaise et exigeaient des impôts élevés, touchant aussi bien les seigneurs que les paysans. Guillaume, désormais conscient que des troubles se préparèrent dans le nord, envoya Robert le Commun en Northumbrie avec 700 hommes pour destituer Gospatric du comté de Northumbrie, car la nouvelle de sa trahison était parvenue aux oreilles du roi. Robert irait jusqu'à Durham, au nord. À son arrivée, l'évêque Ethelwyn l'avertit qu'une armée rebelle se trouvait encore dans le nord et se mobiliserait contre lui. Robert, cependant, ignorerait ce conseil. Les rebelles de Northumbrie attaquèrent la ville de Durham en 1069. Ils envahirent rapidement la ville et commencèrent à tuer tous les Normands qu'ils rencontraient. Les chevaliers normands de Robert furent rapidement passés au fil de l'épée ou prirent la fuite, anéantissant ainsi complètement son armée et le contrôle de Guillaume le Conquérant sur le nord. Robert entendit le vacarme depuis l'intérieur de la maison de l'évêque où il séjournait. Les rebelles savaient que l'évêque s'était rangé du côté des Normands et avait abandonné ses compatriotes saxons. Alors ils incendièrent sa maison et Robert fut consumé par les flammes. Durham venait de tomber et Edgar Etheling allait en profiter, l'énergie des gens du Nord étant inégalée en raison de leur tempérament agité. Il allait marcher vers le sud jusqu'à la ville d'York. La ville tomba rapidement, car les habitants reconnurent Edgar comme leur seigneur naturel et l'appelèrent roi. Edgar, qui bien qu'il fût jeune, était désormais un chef d'homme, mais la lutte pour le trône dans laquelle il s'engageait était dangereux, et la terre qu'il souhaitait gouverner allait souffrir. Selon la chronique anglo-saxonne, voici ce qui s'est passé. Edgar Etheling marcha avec tous les Northumbriens vers York, et les habitants de la ville négocièrent avec lui, sur quoi le roi Guillaume arriva du sud avec toutes ses troupes, saccagea la ville et tua plusieurs centaines de personnes. Guillaume, qui venait tout juste de rentrer de Normandie à l'époque, reçut la nouvelle des désastres de Durham et de York, et réagit de façon typique, en marchant personnellement vers le nord avec une armée encore plus grande qu'auparavant. Guillaume arriva à York si rapidement qu'il prit les rebelles par surprise et mit en déroute ceux qui avaient encore le courage de se battre. Après le succès initial d'Edgar, Guillaume lui montra rapidement qui avait l'armée la plus compétente. Sous le Conquérant,
Les Normands étaient vraiment une force avec laquelle il fallait compter. Ils avaient déjà renversé un roi anglo-saxon, et l'Ételling était le prochain. Les Danois revendiquèrent depuis longtemps des parties de l'Angleterre, et ces Vikings étaient tristement célèbres pour exploiter tout bouleversement politique dans les régions étrangères qu'ils voyaient comme source de butin. Asbjorn, le frère de Sweyn II de Danemark, a débarqué au large des côtes du nord de l'Angleterre avec une flotte danoise d'environ 300 navires en septembre 1069 et Edgar a été rappelé d'Écosse. York devait une fois de plus être le point central de la rébellion. Les Danois auraient navigué jusqu'à York avec 240 navires où ils ont rencontré Edgar Ætling et le comte Cospatrick de Northumbrie. Dans la chronique anglo-saxonne, ils étaient décrits comme une armée immense. Edgar mènerait personnellement ses hommes à York et ils reprirent rapidement la ville dans un bain de sang. Dans le chaos, le château normand fut démoli, le massacre fut consigné et de nombreux Français tombèrent, tandis que de nombreux prisonniers furent emmenés vers les navires des Danois. Edgar avait une fois de plus vaincu les forces de Guillaume et avait repris le nord. C'était la plus grande défaite normande de toute la conquête et désormais la menace la plus sérieuse pour le règne de Guillaume en Angleterre. Guillaume rassembla une armée et marcha. Lorsque le roi arriva enfin à destination, il trouva une ville vide. Les Danois s'étaient retirés en descendant la rivière Trent avec leurs immenses richesses de York, et Edgar ainsi que ses alliés étaient repartis. Sans disposer de sa propre flotte, Guillaume ne pouvait pas poursuivre les Danois. Alors, il revint à l'ancienne politique des rois anglo-saxons et les paya pour qu'ils quittent les côtes anglaises. Pour montrer clairement à tous ceux qui s'intéressaient au nord de l'Angleterre, Guillaume décida de passer Noël de l'an 1069 à York, allant même jusqu'à y déplacer la cour royale. Guillaume disait au pays que le nord lui appartenait et qu'il le garderait par tous les moyens nécessaires. Le conquérant porta alors son attention sur les rebelles, car il n'était pas prêt à affronter son armée lors d'une bataille rangée. Alors, Guillaume allait employer une stratégie qui paralyserait son ennemi, mais qui entacherait aussi son âme à jamais. Edgar riposterait et mènerait un raid maritime dans le royaume de Lindsey, qui était un petit royaume anglo-saxon ayant été absorbé par la Northumbrie. Edgar prouverait à nouveau sa valeur et mènerait lui-même ses hommes au combat afin de démontrer davantage qu'il était digne d'être roi. Cependant, le raid se termina en désastre, la plupart des partisans d'Edgar étant tués. Edgar lui-même réussit à s'échapper vivant avec une poignée de fidèles royaux, puis rejoignit le gros de son armée. Au début de l'année 1070, Guillaume attaqua Edgar et les autres chefs anglais qui s'étaient réfugiés avec leurs derniers partisans dans une région marécageuse, et il les mit en fuite. Edgar retourna alors en Écosse. Le roi Guillaume commençait à se lasser de la rébellion dans le nord. C'était comme si la région avait déclaré son indépendance, alors le conquérant allait agir pour briser les habitants du nord, tant physiquement que moralement. Orderic Vitalis était un moine né dans le Shropshire en 1075 d'une mère saxonne et d'un père normand. Il était un chroniqueur qui a écrit l'une des grandes chroniques contemporaines des XIe et XIIe siècles sur la Normandie et l'Angleterre anglo-normande. Il faisait généralement l'éloge du roi Guillaume dans ses écrits, mais il a écrit ceci à propos du saccage du Nord. Le roi n'a reculé devant rien pour traquer ses ennemis. Il a massacré de nombreuses personnes et détruit des maisons et des terres. Nulle part ailleurs il n'avait montré une telle cruauté, et à sa honte, il n'a fait aucun effort pour maîtriser sa fureur, et il a puni les innocents avec les coupables. Il a ordonné que les récoltes et les troupeaux, les outils et la nourriture soient réduits en cendres. Plus de 100 000 personnes sont mortes de faim. J'ai souvent fait l'éloge de Guillaume dans ce livre, mais je ne peux rien dire de bon sur ce massacre brutal. Dieu le punira. Tous les rebelles restant dans le nord de l'Angleterre ont été impitoyablement traqués, exécutés ou torturés. Le nord est redevenu une terre sans loi, où les gens étaient forcés de manger tout ce qu'ils pouvaient, des chiens jusqu'aux cadavres humains. Oui, les Northumbriens ont eu recours au cannibalisme pour survivre. Le nord était en feu, des villages entiers et des champs étaient brûlés.
Des hommes, des femmes et des enfants passés au fil de l'épée, ou peut-être ont-ils subi un sort encore pire, celui de dépérir jusqu'à ce que la mort les emporte. Les alliés d'Edgar perdaient lentement leur pouvoir. Le roi Sweyn II du Danemark avait été soudoyé par Guillaume et le nord était en feu. Edgar s'enfuirait de nouveau en Écosse avec ses alliés. En chemin, le comte Edwin de Mercie fut assassiné, trahi par sa propre suite. Gospatric, le comte de Northumbrie, ne pouvait ni nourrir ni transporter une armée, car ses terres étaient réduites en cendres et le moral de son peuple brisé. Edgar resta à l'abri en Écosse jusqu'en 1072. Guillaume allait alors envahir l'Écosse, dont le roi était le dernier rebelle à avoir une influence majeure. Il força alors le roi Malcolm à se soumettre à sa suzeraineté. Les termes de l'accord prévoyaient l'expulsion d'Edgar d'Angleterre sous peine de mort. La rébellion d'Edgar était terminée. N'ayant plus d'alliés, il mit le cap sur la France. Mais le malchanceux Edgar fit naufrage sur la côte anglaise à cause d'une violente tempête. Il réussit encore une fois à s'échapper en Écosse, où Malcolm le persuada de faire la paix avec Guillaume et de retourner en Angleterre comme son sujet. Abandonnant toute ambition de reprendre son trône ancestral, Guillaume fonda sa nouvelle dynastie. Et l'impact de sa conquête de l'Angleterre fut profond, laissant des changements durables dans l'Église, l'aristocratie, la culture et la langue du pays. La conquête rapprocha l'Angleterre de la France, établissant des liens qui persistèrent tout au long du Moyen Âge. Son administration a fusionné des aspects de la gouvernance anglaise et normande, créant un nouveau système qui a jeté les bases du royaume anglais médiéval ultérieur. Son massacre du peuple de Northumbrie, connu sous le nom de Dévastation du Nord, est ce qui lui a permis de consolider son pouvoir. En l'an 1075, alors que le roi Guillaume se trouvait en Normandie, une rébellion éclata en Angleterre. Deux puissants nobles, Ralph de Gaël, le comte d'Estanglie, et Roger, le comte de Hereford, conspirèrent pour le renverser dans ce qui devint connu sous le nom de Révolte des Comtes. Ralph, qui avait autrefois combattu vaillamment à la bataille d'Hastings, était largement admiré pour son courage et sa force de caractère. Le chroniqueur Oderic Vitalis a consigné certains des griefs qui ont poussé les rebelles à agir. Le principal d'entre eux était la répression impitoyable de Guillaume contre les menaces réelles ou supposées contre son règne. Aux yeux des conspirateurs, Guillaume était un tyran, indigne de la couronne. Il le dénonçait comme un usurpateur, né bâtard, et affirmait que son règne offensait à la fois Dieu et les hommes. Il l'accusait d'avoir empoisonné ses propres invités et membres de sa famille, ainsi que d'avoir orchestré la mort de Conan de Bretagne, un noble admiré dans toute la région. Il condamnait aussi sa dureté envers les alliés et les soldats qui avaient combattu pour lui, disant qu'ils étaient récompensés par des terres stériles ou par rien du tout. Sa cupidité, affirmait-il, l'a poussé à les dépouiller même de cela. En résumé, Guillaume était détesté et il pensait que sa mort apporterait de la joie à beaucoup de gens. Malgré leur plan audacieux, la révolte commença à s'effondrer avant même de pouvoir commencer. Waltheof, le comte de Northumbrie, et le dernier comte anglo-saxon restant, perdit confiance dans le complot. Connu pour sa bonté et sa piété, Waltheof confessa la conspiration à Guillaume. Bien que certains pensent qu'il espérait obtenir la clémence, Guillaume le fit emprisonner et, 1 an plus tard, exécuter. Sa mort choqua le peuple. Beaucoup en vinrent à le considérer comme un martyr et un culte se forma plus tard autour de sa mémoire. On disait que l'exécution injuste de Waltheof jeta une malédiction sur Guillaume pour le reste de sa vie. Après la confession de Waltheof, la rébellion eut peu de temps pour prendre de l'ampleur. Ralph s'enfuit au Danemark pour chercher des renforts, tandis que sa femme Emma resta sur place pour défendre le château de Norwich. Guillaume, toujours en Normandie, faisait confiance à ses commandants en Angleterre pour réprimer le soulèvement. Le château de Norwich fut rapidement assiégé et finit par se rendre. Emma et la garnison furent autorisés à partir et furent envoyés en toute sécurité en Bretagne. Pendant ce temps, Canute, le frère du roi du Danemark, arriva enfin avec une flotte de 200 navires, mais il était trop tard.
La rébellion avait déjà été écrasée. Les Danois ont attaqué la côte anglaise, mais sont vite rentrés chez eux sans avoir eu de véritable impact. La chronique anglo-saxonne disait même « Mais ils n'osèrent pas risquer une bataille contre le roi Guillaume, préférant se rendre à York, où ils pénétrèrent dans la cathédrale Saint-Pierre, et après y avoir pris beaucoup de trésors, ils repartirent. » Guillaume est retourné en Angleterre plus tard la même année pour faire face à la menace danoise persistante, laissant sa femme, la reine Mathilde, gouverner la Normandie pendant son absence. Il a passé Noël à Winchester, où il a géré les conséquences de la rébellion avortée. Une rébellion qui serait retenue non seulement pour son ambition, mais aussi pour la fin tragique du dernier grand comte anglais. Robert, le fils aîné de Guillaume le Conquérant, était dans sa jeunesse un homme de courage et doué d'un talent militaire exceptionnel. Il détenait depuis longtemps le titre de comte et occupait un rôle officiel, bien que quelque peu symbolique, à la cour de son père. À 2 reprises, les barons lui avaient juré fidélité en tant que futur souverain et il avait été officiellement reconnu comme l'héritier de son père. Malgré ses honneurs, Robert ne détenait aucun réel pouvoir. Guillaume, toujours un souverain prudent et autoritaire, n'avait aucune intention de céder son autorité de son vivant. Bien qu'il ait pu accorder des titres pour sauver les apparences, il restait le seul maître de ses royaumes. Pour un jeune prince comme Robert, maintenu dans une oisiveté cérémonielle et entouré de jeunes nobles impatients, c'était à la fois frustrant et dangereux. Naturellement, Robert désirait l'indépendance et un domaine à lui, un revenu, une maison et des responsabilités dignes d'un futur roi. Mais Guillaume refusa, craignant que cela ne compromette son règne. Le mécontentement grandit et les compagnons ambitieux de Robert attisèrent les flammes. Encouragé par leurs conseils téméraires, Robert s'approcha hardiment de son père et exigea que le gouvernement de la Normandie lui soit immédiatement remis. Guillaume refusa catégoriquement, expliquant que la Normandie lui revenait de droit de naissance et l'Angleterre par conquête. Il serait impensable de les lui remettre prématurément. Bien que la discussion ait abouti à une impasse, une rébellion ouverte n'éclata pas immédiatement, mais survint alors un incident raconté par le chroniqueur Orderic Vitalis qui allait pousser Robert à bout. Un jour, ses frères cadets, Guillaume le Roux et Henri, lui ont renversé un pot de chambre plein sur la tête pour plaisanter. Humilié et furieux, Robert engagea une violente dispute avec eux, qui ne fut interrompue que par l'intervention de leur père. Lorsque Guillaume ne punit pas ses jeunes frères, Robert sentit que sa dignité avait été insultée. Cette nuit-là même, Robert rassembla sa garde personnelle et se rendit à Rouen dans une tentative précipitée de s'emparer du château par surprise. Ce faisant, il avait commis une trahison ouverte. Furieux, Guillaume ordonna l'arrestation des rebelles, semant la peur dans leurs rangs et faisant échouer leurs plans. Certains furent capturés, d'autres s'enfuirent au-delà de la frontière. La situation s'aggrava lorsque Guillaume découvrit que sa femme, la reine Mathilde, la propre mère de Robert, envoyait secrètement de l'argent à leur fils. Robert obtint bientôt le soutien du roi Philippe de France, et ensemble, ils levèrent une armée redoutable. Guillaume fut alors contraint de réagir à la menace croissante. Les rebelles menaient des raids sur sa frontière nord-est, semant la peur dans la campagne. En réponse, il posta des troupes près de la frontière et, déterminé à les arrêter, il marcha pour assiéger la forteresse de Derbois en plein hiver, juste après Noël de l'année 1078. Pendant 3 semaines, le siège se poursuivit, comme c'était la coutume à l'époque. Des chevaliers des 2 camps lancèrent des défis officiels et de petites batailles éclatèrent entre des guerriers triés sur le volet. Finalement, les défenseurs lancèrent une contre-attaque audacieuse, attirant l'armée assiégeante dans une bataille rangée. Dans les combats acharnés qui suivirent, le père et le fils se retrouvèrent face à face. Le vieux conquérant, bien qu'il fût un vétéran de nombreuses batailles, ne faisait pas le poids face à son fils jeune et habile. Guillaume fut blessé au bras ou à la main et son cheval fut tué sous lui. Un récit raconte que Tokig, un Anglais loyal, s'est précipité avec un autre cheval pour sauver le roi,
mais il a été abattu par une flèche ennemie quelques instants plus tard. Une autre version de l'histoire affirme que Robert, reconnaissant la voix de son père, est descendu de cheval et a offert sa propre monture pour que le roi puisse s'échapper. Les forces royales furent vaincues, beaucoup furent tués ou capturés, y compris le jeune frère de Robert, Guillaume le Roux, qui fut blessé. Ce fut une déroute totale et l'armée de Guillaume prit la fuite. La défaite fut une humiliation amère pour le long et glorieux règne de Guillaume. Non seulement il avait perdu sa première bataille, mais il avait été vaincu par son propre fils lors d'un combat singulier. Guillaume de Malmesbury l'a même décrite comme le seul véritable désastre de la carrière du conquérant. Furieux non seulement par la trahison, mais aussi par la honte personnelle d'avoir été blessé et désarçonné par son propre fils, Guillaume aurait lancé une terrible malédiction contre Robert, jurant de le déshériter à jamais. On ne sait pas grand-chose des déplacements de Guillaume entre les années 1082 et 1084. L'historien David Bates suggère que ce manque de détails signifie probablement qu'il ne s'est rien passé de particulièrement remarquable et que la plupart des événements ont eu lieu sur le continent sans être relevés par la chronique anglo-saxonne. Une chose qui s'est produite, c'est qu'en 1082, Guillaume fit arrêter son demi-frère Odon. Orderic Vital affirmait qu'Odon nourrissait l'ambition de devenir pape et avait tenté de convaincre certains des vassaux de Guillaume de l'aider à lancer une invasion du sud de l'Italie. Un tel acte aurait sapé l'autorité du roi et Guillaume ne pouvait pas le tolérer. Bien qu'Odon soit resté en prison pendant tout le reste du règne de Guillaume, ses terres ne furent jamais confisquées. Les détails concernant la localisation de Guillaume pendant les années 1084 et 1085 reste le flou. Nous savons qu'il était en Normandie pour Pâques en 1084 et qu'il est peut-être ensuite retourné en Angleterre pour collecter de l'argent afin de financer la défense contre une possible invasion de Knut IV de Danemark. À Noël de l'année 1085, le roi Guillaume ordonna une enquête sans précédent sur toutes les propriétés foncières de son royaume. Cette vaste entreprise, organisée par comté, allait devenir connue sous le nom de Domesday Book, un registre si complet et définitif qu'il fut associé au jugement dernier. Pour chaque comté, l'enquête répertoriait les domaines de chaque propriétaire foncier regroupés par nom. Elle détaillait qui possédait chaque parcelle de terre avant la conquête normande, sa valeur actuelle, les impôts qu'elle devait et les ressources qu'elle contenait, comme le nombre de paysans, de charrues, de bétail et d'autres biens. Au 1er août de l'année 1086, le travail était en grande partie achevé. La chronique anglo-saxonne note qu'en ce jour-là, Guillaume reçut les résultats finaux et tous les principaux nobles du royaume se rassemblèrent pour lui prêter serment de fidélité une fois de plus, dans ce qui devint connu sous le nom de serment de Salisbury. Bien que les raisons exactes pour lesquelles Guillaume a commandé l'enquête du Domesday restent incertaines, il est probable qu'elle ait servi à plusieurs fins. Pour cataloguer les obligations féodales, clarifier les litiges concernant les terres et, peut-être surtout, évaluer et justifier l'augmentation de la fiscalité royale. En l'an 1085, on disait avec une grande certitude que le roi Knut du Danemark, fils du roi Sweyn II, se préparait à envahir l'Angleterre. Il avait épousé la fille de Robert, le comte de Flandre, et avec son soutien, il visait à conquérir le royaume. À cette époque, le roi Guillaume était en Normandie. En apprenant la menace imminente, il se hâta de retourner en Angleterre, amenant avec lui une vaste armée de cavalerie et d'infanterie, une force plus grande que le pays n'en avait jamais vue. L'armée était si immense que les gens se demandaient comment le pays pourrait bien les nourrir tous. Pour soutenir ses soldats, le roi ordonna qu'ils soient logés et nourris par la population locale, chaque propriétaire terrien étant responsable de fournir selon la taille de son domaine. Cela causa de grandes souffrances à travers tout le pays. En préparation d'une éventuelle invasion, Guillaume ordonna également que les terres proches de la côte soient ravagées, afin que tout envahisseur ne trouve que peu de butin à son arrivée. Finalement, des nouvelles fiables parvinrent à Guillaume, indiquant que les plans du roi Knut avaient été contrecarrés et que l'invasion n'aurait pas lieu.
En réponse, Guillaume permit à une partie de son armée de rentrer chez elle, tandis que le reste demeura stationné en Angleterre pendant l'hiver, prêt à défendre le royaume. Guillaume quitta l'Angleterre vers la fin de l'année 1086 et retourna sur le continent. À son arrivée, il organisa le mariage de sa fille Constance avec le duc Alain de Bretagne, une alliance stratégique destinée à renforcer sa position face au roi français, toujours vigilant. Pendant ce temps, son fils aîné Robert, toujours allié à la couronne française, continuait à semer le trouble. Ses actions étaient suffisamment provocatrices pour que Guillaume se sente obligé de mener une campagne militaire contre la France en 1087. À la fin de l'été de cette année-là, le roi Guillaume apparut soudainement avec ses troupes devant les portes de Montès. Les habitants de la ville et la garnison dispersée furent complètement pris au dépourvu et s'enfuirent dans le chaos. Guillaume et ses hommes se précipitèrent à travers les portes à leur poursuite, pillant la ville et y mettant le feu. C'était un acte de vengeance brutal, mais de ce triomphe enflammé, le conquérant retourna en Normandie déjà mourant. Que ce soit à cause d'une maladie ou d'une blessure de guerre, les derniers jours de Guillaume avaient commencé. Sur son lit de mort, Guillaume prit une décision décisive. Son fils aîné Robert n'hériterait pas de la couronne d'Angleterre. Cet honneur, déclara-t-il, reviendrait à son deuxième fils, Guillaume le Roux. Il semble que le roi mourant aurait volontiers déshérité Robert complètement. Pourtant, Robert avait depuis longtemps été officiellement reconnu comme son héritier, confirmé par serment par les barons et déjà reconnu comme le duc de Normandie. Dans ces dernières heures, Guillaume réfléchit au fait qu'il détenait l'Angleterre non pas par droit héréditaire, mais par faveur divine et par la victoire au combat sur Harold Godwinson. L'Angleterre, pensa-t-il, n'appartenait pas à Robert. La Normandie, cependant, lui avait été légalement promise, et cette concession ne pouvait pas être retirée. Les conseillers au chevet du roi l'exhortèrent à pardonner à son fils, craignant que Guillaume ne quitte ce monde avec la haine brûlant encore dans son cœur. Enfin, rassemblant la force de maîtriser sa fierté, le roi invoqua Dieu et ses nobles pour témoigner tandis qu'il pardonnait à Robert et réaffirmait son droit à la Normandie. Guillaume mourut peu de temps après, à l'âge d'environ 59 ans. L'héritage de son règne fut considérable. Sa conquête de l'Angleterre a entraîné des changements radicaux qui ont redéfini l'identité de la nation. L'Église a été réorganisée, l'aristocratie anglo-saxonne a été remplacée par des seigneurs normands, et la langue anglaise a commencé à absorber un flot de français normands, influençant profondément son développement. Sur les plans culturels, politiques et linguistiques, l'Angleterre a été transformée d'un royaume anglo-scandinave en un royaume anglo-normand. Le règne de Guillaume a aussi modifié la position de l'Angleterre dans le monde. Les liens avec la Scandinavie se sont estompés, remplacés par des liens plus profonds avec l'Europe continentale, en particulier avec la France. Son règne a jeté les bases de la monarchie anglaise médiévale, en mêlant les traditions normandes et anglo-saxonnes dans un nouveau système de gouvernance. Même après sa mort, Guillaume est resté une figure controversée. Des chroniqueurs comme Guillaume de Poitiers ont loué sa sagesse et sa force, tandis que la chronique anglo-saxonne offrait une vision bien plus critique, condamnant la sévérité de son règne. Mais un fait demeure clair. La conquête de Guillaume n'a pas été simplement un changement de roi, mais une transformation d'une nation. La chronique anglo-saxonne offre cette réflexion sur le roi Guillaume dans ses derniers jours. Si quelqu'un souhaite comprendre quel genre d'homme était le roi Guillaume, la gloire qu'il a atteinte et les nombreuses terres sur lesquelles il a régné, alors décrivons-le. Nous qui avons autrefois contemplé son visage et marché dans ses salles. Ce roi Guillaume dont nous parlons maintenant était un homme d'une grande sagesse et d'une puissance redoutable, plus honoré et puissant que n'importe lequel de ses ancêtres. Il était bienveillant envers les bons, ceux qui aimaient Dieu et marchèrent dans la droiture, mais il était impitoyablement sévère envers quiconque osait s'opposer à sa volonté. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos.
Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Profils historiques.